Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission En direct de chez vous. En direct aujourd'hui dans un très beau village qui demande à être connu. Et c'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes à l'Éther, à une 70-75 km à l'est d'Angoulême. Et nous sommes reçus, comme souvent dans cette belle Charente limousine, par le père Michel Fernandez, qui est à la fois curé du Confolontais et doyen de ce grand secteur, et qui va nous présenter l'endroit où nous sommes avant que je passe la parole à nos nombreux invités, en commençant par Monsieur le maire. Mais d'abord, le père Michel Fernandez. Bonjour à vous, Michel. Bonjour Jean-Michel. Voilà, donc l'Éther, un petit village de caractère, une jolie commune, voilà, avec une histoire fort ancienne, bâtie surtout autour de l'abbatiale, des moines qui ont été ici, qui ont sans doute donné aussi le nom à ce territoire. Voilà, donc avec une population qui se renouvelle, ce qui est assez exceptionnel voilà, dans notre monde rural. Voilà, une commune rurale, quelques petits commerces, voilà. Un lieu où il fait bon vivre et où les gens ont du ressort. Mais comme partout où vous nous amenez. Alors, effectivement, on va faire le tour du village et on va voir notamment l'épicerie, qui est un des cœurs actifs du village, où on peut non seulement venir se restaurer, mais passer un moment, et qui est en plein centre, en face de l'église. Mais merci, Père Fernandez. Je vais donc me déplacer maintenant pour passer la parole à Monsieur Daniel Soupizet, qui est le maire de cette commune. Bonjour à vous, Monsieur le maire. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire, nous situer peut-être géographiquement et nous décrire la campagne alentour de votre village de l'Éther? Bon, l'Éther, c'est une commune d'environ 500 habitants, avec de nombreuses résidences secondaires, ce qui donne quand même un volume d'une centaine d'habitants en plus une partie de l'année, notamment avec de nombreuses familles britanniques, une cinquantaine, comme la plupart des villages de Charente-Limousine. Donc, nous avons encore des commerces. Je pense que c'est dû à la vitalité de la commune, mais aussi à son emplacement géographique. On est à 9 km de Confolens et à 17 km de Saint-Junien. Donc, dans ce triangle, l'Éther a encore une carte à jouer, de proximité, mais aussi d'éloignement, qui fait on verra tout à l'heure, une épicerie, une boucherie, voilà, différents services. Alors, l'économie de l'Éther, les gens y travaillent où? Comment on vit ici? Alors, à l'Éther, il reste un pôle agricole important. Il y a encore de nombreux exploitants agricoles, enfin, moins nombreux bien sûr qu'autrefois, mais encore assez nombreux, bien implantés, diversifiés, certains en bio, d'autres plus traditionnels, voilà. Et puis, il y a aussi des artisans et des gens qui travaillent sur Confolens ou Saint-Junien, voire Limoges, et Paris, de plus en plus. Bien, alors bon, ça nous situe en gros, mais comment est-ce qu'on anime? Parce que j'avoue que je viens dans cette commune depuis de nombreuses années et j'ai vu toute son évolution au fur et à mesure du temps. Et comment est-ce qu'on anime un endroit pareil qui est chargé d'histoire? Ça veut dire comment est-ce qu'on restaure, et puis la dimension touristique qui n'y avait sans doute pas autrefois et qui est aujourd'hui un point fort pour venir à l'Éther. Alors, bon, comme toute chose, nous avons donc des atouts, et ces atouts entraînent aussi des difficultés. C'est-à-dire que nous avons un très gros patrimoine bâti, avec un bourg de structure médiévale, des maisons qui ne sont pas toujours faciles à revendre, hein, voilà. Mais on joue aussi la carte, entre autres patrimoniale, autour de l'abbaye, avec les jardins qu'on pourra visiter, jardin de l'abbaye, jardin des Justes, puisque l'Éther est commune de Justes parmi les nations, ce qui nous oblige à chaque fois à accueillir aussi ou des migrants, comme pour les Ukrainiens. Nous avons fait aussi un cercle du silence au mois de décembre pour les 27 personnes décédées. Donc cette mémoire nous oblige à être présents dans les conflits, les difficultés du monde.
Alors on va le voir, c'est une ville qui s'est bâtie autour de son abbaye, qui était grandiose et immense. On en parlera sans doute de l'histoire tout à l'heure. Et j'allais dire que spirituellement, vous êtes dans cette dynamique, dans les intuitions que vous avez, notamment avec ce cercle de silence que vous avez fait. C'est-à-dire que l'âme de ce village continue à vivre avec l'aujourd'hui de notre monde. Bien sûr, hein, je pense que... on pourrait prendre l'expression... qu'il y a ici, comme dans beaucoup de zones rurales, ces zones dites périphériques, il y a les sentinelles invisibles. Je n'ai pas dit les sentinelles de l'invisible, ce qui serait une phrase de quelqu'un d'autre. Je ne me permettrai pas de l'emprunter. Mais je veux dire, les sentinelles invisibles, on en a parmi nous ici, des gens qui, par leur implication dans des fêtes, dans des associations, dans différentes choses, soutiennent ce tissu et structurent ce tissu rural. Écoutez, merci. Maintenant, je vais passer la parole aux nombreuses invités que vous avez mis autour de cette table, grâce à vous et au Père Fernandez. Et la première personne, ça va être Daniel Brionneau, qui, lui, est chargé d'un atelier de généalogie de l'Éther et puis qui s'occupe beaucoup du patrimoine. Donc, bonjour à vous, Daniel. Et puis, on va peut-être faire un peu d'histoire avec vous. Oui, bonjour. Donc, à l'Éther, en retraite, je suis venu à l'Éther après ma retraite d'entreprise qui était dans une ville plus importante. Et j'ai créé un atelier de généalogie où tous les mois, le deuxième mardi du mois, dans cette salle, on traite de problèmes spécifiques à la recherche généalogique, mais aussi d'histoire locale, d'histoire de famille, de la Charente-Limousine, en ayant une vision un peu large, c'est-à-dire que la Charente-Limousine, elle peut aller de Rochechouart-Saint-Julien jusqu'au sud de la Vienne. Et les gens amènent des questions, donc posent leurs problèmes qu'ils trouvent, et on essaye tous ensemble de les résoudre. Alors, avant le Covid, la participation variait de 30 à 50 personnes suivant les sujets. Depuis 2 ans, c'est plus de 20 à 30, mais on ne perd pas espoir que, avec la situation s'arrangeant, on va retrouver les audiences que l'on avait avant la crise. Alors, vous sentez que depuis quelques années, il y a un regain d'intérêt pour la généalogie ? La généalogie, c'est un besoin qu'ont certaines personnes de retrouver leur famille, leurs racines. Et aussi, il y a un pôle histoire locale où, par exemple, il y a quelques sessions, on a travaillé sur l'histoire des châteaux qui avaient été démolis à la Révolution. Donc, tous les lieux de la Charente-Limousine que vous avez visités, eh bien, on a regardé comment était le château avant, les tours qui étaient détruites. Enfin, on essaie de travailler sur des thèmes que les participants amènent, et on travaille tous, et en recherchant dans les archives, on essaie de clarifier ou d'éclaircir cette histoire. Oui, c'est une enquête de mémoire, finalement. Tout à fait. Si on veut parler de cette abbatiale, est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots, à moins que ce soit Michel tout à l'heure, enfin peu importe, mais quand est-ce qu'elle se fonde, puisque si vous faites de la généalogie, je pense que vous avez été amené à étudier l'histoire de cette abbatiale pour nos auditrices et nos auditeurs qui ne connaissent pas l'Éther et qui ne connaissent pas l'histoire de cette fabuleuse abbaye dont il reste un clocher somptueux. Alors, parallèlement à la généalogie, je suis aussi président de l'association l'Éther Patrimoine, qui a pour mission la mise en valeur du patrimoine. Donc, autour de l'abbaye qui a été créée vers l'an 1000 et qui a eu Saint-Gauthier comme premier abbé, avec une église qui était aussi grande que la cathédrale d'Angoulême, mais dont malheureusement toute la partie arrière s'est effondrée en 1815. Il nous reste des bâtiments conventuels qu'on va voir tout à l'heure en se promenant dans le bourg. Et quand on a fait la réalisation du jardin, qui est récent, l'association l'Éther Patrimoine a participé au financement d'une vasque de La Fontaine qui était la réplique exacte de celle qu'on avait dans la cour de l'abbaye et qui apparaissait sur une gravure de 1665. Alors toujours à la recherche de l'histoire, du patrimoine et de se raccorder à cette histoire. Oui, et puis alors nous faisons des actions spécifiques. Par exemple, les constructeurs d'églises, à l'époque, ils n'avaient pas de laser, ils n'avaient pas de GPS, mais ils s'arrangeaient pour que les églises qui avaient le même saint patron soient toutes alignées de façon à ce que les églises Saint-Pierre sont toutes parallèles où qu'elles soient. Et le jour de la Saint-Pierre, à l'Éther, il y a un phénomène lumineux particulier, puisque du côté de l'ouest, quand le soleil se couche, il y a un alignement des fenêtres de la nef, des fenêtres du clocher qui canalise la lumière, et on a un spot lumineux qui se crée dans une église obscure et qui vient illuminer le chœur.
Et à cette occasion, nous faisons ce que l'on appelle la fête de la lumière, qui est le 29 juin tous les ans. Et c'est étonnant parce que les constructeurs anciens arrivaient à avoir une précision sur des choses que même aujourd'hui, on a des difficultés à comprendre parce qu'eux n'avaient aucun des instruments modernes qui nous servent aujourd'hui. Oui, mais ils avaient sans doute la cosmologie dans la peau à l'époque et on était plus liés à tout ce qui nous entourait, beaucoup plus qu'aujourd'hui, où on est, tout en étant connecté, assez déconnecté. Oui, ben oui, eux, ils avaient a priori un piquet et une corde à 13 nœuds. Et avec ça, ils arrivaient à faire des bâtiments qui, depuis 1000 ans, sont toujours debout. Alors c'est ça, il faut venir visiter absolument les terres parce que ce clocher, oui, de Milan, est vraiment très intéressant. On vous retrouve tout à l'heure, Daniel Brionneau. Maintenant, je vais passer la parole à Josiane Longeville. Alors vous êtes bénévole ici et puis agricultrice aussi. Parlez-nous de vous et puis peut-être de l'agriculture. Vous avez une GAEC, je crois, avec vos enfants. Et c'est une illustration de ce qu'a dit Monsieur le maire tout à l'heure sur la vie économique de la commune. Voilà, nous sommes donc sur cette commune très rurale avec des agriculteurs. Nous avons un élevage ovin et bovin. Il en existe beaucoup et maintenant on voit l'apparition d'élevage équin qui est aussi maintenant qui donne plus loisir que. Alors que nous cherchons, enfin, ce que nous voulions, c'était surtout être opéré pour pour être indépendant au niveau alimentaire. Si vous voulez, on produit. Oui, c'est ça, vous produisez. Et enfin, je vous laisse continuer. Et je veux dire, on s'accorde aussi beaucoup à l'évolution de l'agriculture. Maintenant, on se tourne plutôt vers une agriculture raisonnée. Et on emploie moins de produits phytosanitaires, on essaie d'entrer dans la nouvelle mode et le nouveau processus qui fait que l'agriculture sera peut-être mieux comprise et admise. Oui, je comprends. Vous êtes entre ce qu'on appelle le conventionnel et puis le bio. C'est ça, c'est tout à fait ça. On travaille pour devenir plus vers le bio maintenant. D'accord. Alors, on pourrait dire que les terres ici, c'est plutôt de l'élevage, de la polyculture, un peu le mélange des deux, ou surtout de l'élevage ? C'est surtout de l'élevage à les terres. La polyculture, non, on produit des céréales pour nourrir nos animaux, pour être indépendants. Comme souvent autrefois dans cette région, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des grandes parcelles, on n'est pas dans la Beauce. Voilà. C'est pas possible avec les vallons et les pentes qu'il y a. C'est pas possible de faire des terres comme dans la Beauce. Alors, vous travaillez avec vos enfants, le mélange des générations, comment ça se passe ? Oui, voilà, on arrive à gérer ce genre de problème. C'est bien. Écoutez, je vous remercie de votre témoignage. Et puis maintenant, Josiane, je vais passer la parole à la seconde adjointe à Monsieur le maire, Marie-Jeanne Pinard. Alors, vous vous occupez de quoi, Marie-Jeanne, sur cette commune ? Parce que je sais qu'ici, les adjoints sont des couteaux suisses. Ils font un petit peu de tout. Oui. Alors, tous les matins, nous nous retrouvons pour essayer de gérer les problèmes. Alors, normalement, je m'occupe de l'école, mais il y a quelques petits problèmes actuellement, comme dans beaucoup de campagnes, les écoles risquent d'être supprimées. Et donc, pour vous, ici, c'est un gros souci ? Oui, c'est un souci parce qu'il faut s'occuper des enfants, leur donner les mêmes chances que s'ils étaient en ville et qu'il n'ait pas des circuits trop longs le matin et soir. C'est le gros problème. Oui, il faut qu'ils puissent venir à l'école sans être pénalisés parce qu'ils habitent au loin. Vous avez un système, je suppose, comme dans plein de communes, de ramassage des enfants, etc. Et puis d'animation et de les raccompagner chez eux. Oui, voilà, tout à fait. Alors, justement, nous allons peut-être changer. Nous sommes en train d'étudier actuellement pour que les enfants aient un accueil plus important et un trajet moins long.
Merci beaucoup de votre témoignage. Maintenant, je vais passer la parole à Colette Beaulieu, qui, elle est relais paroissial. Alors, on passe de la mairie à la paroisse, mais bon, tout est imbriqué ici, et on verra la première adjointe juste après. Alors, vous êtes en sandwich entre les deux. Bonjour à vous, et quel est votre rôle de relais paroissial, même si on l'a entendu dans d'autres émissions, et que c'est sensiblement le même, mais vous, ici, plus spécifiquement, à l'Éther? Disons que je m'occupe de la préparation quand il y a des cérémonies religieuses et tout ça. Bon, je m'occupe de la préparation. Je m'occupe aussi de l'église. Il faut ouvrir, il faut nettoyer, il faut... Voilà. Et puis, bon, oui, il y a la chapelle. Nous avons la chapelle de l'Image qui est à l'entrée du cimetière. Alors, quand il fait beau, le matin, je vais l'ouvrir, le soir, je la ferme. Elle est très, très humide, donc elle est... Voilà. Alors, pourquoi la chapelle de l'Image? Alors, le père Fernandez nous en parlera peut-être tout à l'heure. Mais en tout cas, pour l'église, qui est quand même un monument historique ici, est-ce que vous voyez depuis quelques années, j'allais dire peut-être plus de touristes? Est-ce qu'on s'intéresse? Comment est-ce qu'on fait vivre aussi pour des non-initiés ou des non-chrétiens ou des gens qui passent en tant que relais paroissial? Comment vous faites vivre cet endroit? Oui, mais disons qu'il y a beaucoup de touristes, parce que je le vois en mettant les petits prospectus sur l'église et tout ça, mais il y a des moments ou des périodes où alors ça disparaît très très vite, hein, et les gens prennent bien les petits prospectus pour les terres et tout ça, hein, c'est ça. Oui. Bon, et vous, ça fait combien de temps que vous êtes relais paroissial? Vous êtes d'ici, et qu'est-ce qui vous a amené à vous engager dans cette voie-là? Disons, ce qui m'a engagé, avant c'était ma sœur qui s'occupait. Alors après, je lui ai aidé, quand elle était malade, je lui ai aidé. Et après, j'ai pris le relais, quoi. Voilà, c'est ça. Vous avez pris le bon virus du relais. Oui, voilà, c'est ça. Bon, écoutez, merci à vous, Colette. Maintenant, je vais passer la parole à Elisabeth Lacroix, qui est, elle, première adjointe, et que j'ai vu venir nous servir le café, entre autres. Vous m'avez dit qu'ici, vous faisiez tout. Alors, qu'est-ce que vous faites? Bonjour à vous. Bonjour. Non, c'est-à-dire c'est une petite commune, donc chaque conseiller a toujours plusieurs tâches en même temps. Voilà, donc quand il y a une réception, on s'organise pour recevoir. Là, je suis un peu désolée, j'étais un peu en retard. Mais voilà, autrement, il y a pas mal d'activités sur la commune aussi. Il y a beaucoup actuellement de nouveaux habitants qui arrivent sur la commune. On a eu plus d'une 30aine de maisons vendues sur l'année passée. Et avec l'avantage, ce ne sont pas que des personnes d'un certain âge. Il y a pas mal de familles avec enfants et plusieurs enfants, ce qui fait qu'il y a pas loin d'une 20aine de nouveaux élèves potentiels, mais voilà. Donc, alors, c'est intéressant ce que vous nous dites, puisque ça nous donne un peu une image de la redynamisation, on va dire, de nos campagnes, parce qu'il y a sans doute un patrimoine, parce qu'il y a sans doute, on s'y sent bien. Ce sont des gens qui arrivent de l'extérieur et qui trouvent très agréable la région. Souvent, ils arrivent de Bretagne et ils trouvent que le climat est formidable par rapport à ce qu'ils ont chez eux. Donc voilà. Alors, ça veut dire qu'ils retrouvent le granit et le soleil en plus. Voilà, c'est ça. Bien. Dans une commune comme celle-ci, qui est-ce qui s'occupe du fleurissement, peut-être des employés municipaux, etc. Comment vous vous organisez? Parce que les gens, ils s'imaginent comme ça, s'ils sont à Angoulême ou à Cognac, ça se fait automatiquement par les services. On est en coordination avec les employés communaux. Donc moi, je suis la femme jardin, oui, voilà, c'est ça. Donc le fleurissement et tout, quand on vient ici, on va aller dans le jardin tout à l'heure, c'est autour de vous. Ça a été créé par un architecte paysager, donc c'est autre chose. Non, mais c'est les fleurissements, les fleurs sur les bas-côtés, les bacs à fleurs, les choses comme ça, quoi. Alors, et les bâtiments, je suppose qu'il y a une charte pour, lorsque l'on veut, quand on achète ici, on est peut-être soumis, vu le patrimoine, à respecter certains codes, je suppose. À l'intérieur du bourg, oui, et dans un périmètre autour également, il y a des préconisations par l'architecte des bâtiments de France. Donc ça limite effectivement à certaines sortes de travaux. Voilà. Merci de votre témoignage, Elisabeth. Maintenant, je voudrais passer la parole à Marguerite Desnoël, qui, elle, s'occupe du comité des fêtes. Alors, on a parlé du fleurissement, on a parlé de la vie économique, maintenant la vie festive. Oui, donc, moi, je suis déjà issue d'une famille sur 5 générations.
Et, ça fait 10 ans que je suis revenue sur les terres. Et déjà investie au comité des fêtes, à d'autres associations aussi, patrimoine, j'aide à l'église, j'aide un peu partout. J'aide à fleurir aussi la commune. Voilà. Et alors le comité des fêtes proprement dit? Oui, alors là, je pense que le président vous en dira beaucoup plus. Bon, moi, j'en fais peut-être pas plus que... Heureusement, on a les bénévoles. Moi, je suis à la préparation pour que quand les bénévoles arrivent le jour des fêtes, que tout soit à peu près... qu'ils aient au moins tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler, parce qu'avec les 2 grandes fêtes qui sont là, il faut une préparation, et ça... je suis un peu à la tête de la préparation. Voilà, mais sans les bénévoles, on ne serait pas grand-chose. Alors voilà. C'est un peu partout pareil en France. S'il n'y avait pas les bénévoles et les associations, ça serait très compliqué. Donc vous êtes vous aussi, comme tous les gens qui sont autour de cette table, une des chevilles ouvrières suivant l'activité qui est la vôtre, voilà, donc adjointe au comité des fêtes. Quand, voilà, et puis... bon, ça fait 2 ans que nous n'avons pas eu de fête et il a fallu s'occuper un petit peu avec le confinement. Alors, je tiens à dire que j'ai traduit Le Petit Prince en patois limousin, qui va être certainement édité bientôt. On attend que Gallimard nous accepte bien, qu'on puisse mettre les photos. Voilà, et il va être traduit. Voilà, alors, il va être traduit, mais est-ce que vous allez le lire en patois limousin? Pas nous donner un petit exemple, un tau. Le Petit Prince qui recocu, qui est déjà bien avancé dans le temps. Alors, le Petit Prince était quelqu'un qui était bien en avance de son temps. Voilà, merci beaucoup à vous, Marguerite. Je vais maintenant passer la parole à Louis Savy, qui est, lui, le président du comité des fêtes. Bonjour, Louis. Dis Petit Louis. Oui, c'est ça. Drôle de bonhomme. Ah ben ça, je ne sais pas, je n'ai pas encore pu vérifier. Je vois que devant vous, sur la table, on a 25e Festival de l'accordéon, et puis on a 3e fête de la mécanique ancienne. Alors, racontez-nous un peu ce comité des fêtes et qu'est-ce que vous faites à l'Éther. Alors donc, il y a 27 ans, moins 2, bien entendu, parce qu'on ne parle pas des 2 années qui ont eu malheureusement beaucoup d'effets sur le monde. Mais il y a 27 ans, eh bien, j'ai décidé avec mon équipe de faire un comité des fêtes, car ici à l'Éther, eh bien, à cette époque-là, il n'y avait pratiquement rien. Et je me suis dit, après tout, parce que j'étais quand même un peu fou, hein, parce qu'il faut être fou pour faire quelque chose. Hein. Et je me suis dit, bien voilà, on va faire un comité des fêtes. Et tout le monde a accepté ma demande. Le maire de l'époque, les conseillers, etc. Tout le monde a été d'accord. Et nous avons créé ce comité des fêtes. Et alors je leur ai dit, voilà, on va créer une fête de la mécanique. Ah, oui, c'est bien. Mais comment va-t-on faire? J'ai dit, vous inquiétez pas, faut me suivre. Et le reste, tout va bien se passer. Et c'est ce qui s'est passé. Ensuite, on a créé le festival d'accordéon. Alors là, on m'a dit, mais t'es fou. J'ai dit, vous inquiétez pas, on va amener du monde. Et effectivement, donc, pour la fête de la mécanique, tous les ans, eh bien, il y a entre 4 et 5 000 personnes sur 2 jours. Donc le 11 et 12 juin prochain, donc ça sera la 25e. Et ensuite, pour le festival de l'accordéon, alors là c'est encore l'apothéose, c'est que le festival de l'accordéon est connu dans toute la France entière. Bon, alors la mécanique, il faudra nous dire aussi ce que c'est que cette fête de la mécanique, parce que ça veut dire quoi? Moi, j'ai le prospectus devant moi, je vois des tracteurs anciens, peut-être des Massey Ferguson et compagnie, voilà. Des Ney Yolande et compagnie. Voilà, tout à fait. Mais quand on ouvre donc ce petit prospectus, nous avons donc la marque de fabrique aussi de cette à l'Éther, c'est que nous avons l'omelette géante. L'omelette géante, alors là, bah oui, tout le monde en parle, et ce qui fait que dans l'Éther, c'est une fête primordiale aussi, toujours au mois de juin. L'omelette géante, tout simplement, c'est une poêle avec ma petite modestie, que j'ai fabriquée, qui est fait 2,30 m de diamètre, hein, et cette année, nous allons mettre 6025 œufs. D'accord, vous avez une modestie de grande envergure. Oui, mais on est obligé de parler comme ça, sinon
bon. Voilà, et donc là, on amène à peu près un petit millier de personnes au repas. Donc c'est tout un spectacle, c'est tout avec quelque chose vraiment d'exceptionnel, et que les gens recherchent. Ils cherchent la convivialité, ils cherchent, bon, dire, ben voilà, et d'autant plus avec ce qui vient d'arriver. Là, moi, le téléphone sonne tous les jours pour dire, petit Louis, c'est réservé, il faut réserver. Non, non, non. J'ai dit, vous venez, il y a de la place pour tout le monde. Bon, on sent que vous êtes toujours partant. D'ailleurs, vous êtes là ce matin. Et j'en profite. Merci beaucoup, Petit Louis, président du comité des fêtes. Mais on vous retrouvera. Et j'en profite pour saluer la correspondante de la Charente Libre qui est avec nous ce matin. Et c'est souvent, moi, quand j'ouvre la Charente Libre, que je vois les fêtes à l'éther. Et notamment, il y a un très bon relais sur tout ce que vous faites, de l'omelette géante en passant par l'accordéon et la fête de la mécanique. Merci à vous. Merci encore une fois. Alors maintenant, Père Fernandez, je ne sais pas si on a fait le tour des choses, mais on va partir se balader. Ah oui, j'ai oublié, oh là mon Dieu, et oui, c'est sur mon petit papier, j'ai oublié Martin de Russet. Alors, pourquoi je prends cet accent? Parce que vous êtes un exemple des nouveaux arrivés ici, vous êtes britannique et vous avez des chambres d'hôtes. Oui, c'est ça. Alors bonjour à vous, il y a combien de temps vous êtes arrivé? Depuis 2011. 2011, et vous avez découvert l'éther comment? Par hasard. Ah bon, d'accord. Donc vous vous promeniez et vous êtes tombé à l'éther. Oui, exactement. Ma femme cherche Internet pour une maison. On cherche la région. On arrive au Picardie et la maison m'a dit « Je suis votre maison ». Donc vous arrivez en Picardie et vous faites un saut grâce à l'informatique à... au Picardie, c'est le village ici. Les Picardies, c'est le dit les Picardies. Lieu-dit les Picardies. Et alors, quand vous étiez sur Internet, vous étiez en Angleterre ou vous cherchiez, ou vous étiez déjà arrivé en France pour chercher? On commence en Angleterre, oui. D'accord. Et la Charente-Limousine, comme ça, vous êtes venu et ça vous a séduit vraiment? Ah oui, c'est parfait. Cette région, c'est bon pour le tourisme. C'est le soleil brille, les gens, c'est gentil, et on habite, nous sommes très contents. Donc vous avez été bien accueillis. Et dans votre chambre d'hôte, dans vos chambres d'hôtes, d'abord on vous trouve sans doute sur Internet, mais vous recevez surtout des touristes français, étrangers, britanniques? La plupart c'est français, peut-être 80% françaises, et après les Belgiques, les Néderlandais, et après peut-être les Anglais. Très bien. Alors vous vous êtes mis à la cuisine française, vous faites de la restauration ou les gens vont manger à l'extérieur? On commence avec table d'hôte, mais depuis l'épidémie, on arrête la table d'hôte pour soutenir les restaurants locaux. Et maintenant, ils mangent dehors avec... nous avons des beaux restaurants à côté. Ben ça, il faut le dire aussi. Hein. Merci beaucoup de votre témoignage. Et on est heureux de vous sentir aussi bien dans cette commune communautaire à l'éther. Oui, merci. Alors, monsieur le maire, est-ce qu'on a fait le tour, en gros, de ce qui se passe ici, même si c'est un survol de l'école, en passant par le comité des fêtes, par la vie économique, et puis même par les Britanniques et les étrangers qui s'installent, donc terre de tourisme, terre d'accueil et demain. Donc, oui, on a fait le tour. Enfin bon, ça ne peut pas être exhaustif. Il y a beaucoup d'autres éléments qui existent. Je pense que ce qui va être intéressant, c'est de faire un petit tour là. Alors on va y aller maintenant parce que je vois que l'heure tourne et il nous reste plus qu'un quart d'heure. D'accord. Donc on y va. D'accord. Alors on va où? Alors nous allons déjà passer quitter cette salle de l'abbaye qui porte son nom, qui a été restaurée complètement il y a 7 ans. Et puis nous allons passer sous une halle médiévale et ensuite regagner donc le jardin de l'abbaye ou jardin des Justes. Et en même temps, je vous montrerai les travaux qui se prolongent rue de la Mairie. Alors allons-y. Père Fernandez, j'en profite pendant qu'on va déambuler, d'abord pour remercier toutes celles et ceux qui sont ici autour de la table, alors après nous suivent ceux qui veulent, de cet accueil, parce qu'on a été très très bien accueillis. Père Fernandez, vous desservez aussi cet endroit. Comment
Vous avez beaucoup de villages, vous avez des églises. L'Éther, là-dedans, comment vous le situeriez ? Alors d'abord, je crois que ce qui est important, c'est d'avoir cette pluralité d'expressions qu'on vient d'entendre. Il y a comme un mélange des saveurs, on pourrait dire, et où il y a une juste complémentarité dans chacune de ces actions. Et en fait, on voit bien, et le tour de table était intéressant, cette différence, c'est une richesse qu'on ne soupçonne pas. Voilà, c'est quelque chose qui est beau, et c'est ça qui compose un tissu local qui est à la fois fort et qui en même temps dit la richesse de ce territoire. Voilà, où chacun a une jolie place, une belle place, et c'est complètement complémentaire. Et ça, c'est ça que je trouve toujours intéressant. Et comme chrétien, et moi-même prêtre au milieu de ce peuple, voilà, je dois assurer cette communion entre ces différences, entre tous ces engagements, à travers un certain nombre de célébrations, la messe pour le festival au moment de l'accordéon, etc. Je trouve que là, il y a des choses qui sont belles. On ne peut pas mesurer l'intensité de ce qui se vit, mais il y a une vitalité là qui, enfin, pour moi, c'est un vrai bonheur. Voilà, à la fois, c'est une grande simplicité, et en même temps, il y a la hauteur de cet amour que Dieu nous propose à vivre et qui passe, que ce soit à travers nos amis anglais, mais il y a un certain nombre de Belges, d'Allemands, etc., d'Australiens, d'Écossais, de Gallois. Enfin, c'est assez étonnant, mais c'est beau. Puis je vois une maison qui vient d'être vendue, qui appartenait à une association locale. Et donc, ce sont des gens du pays de Metz qui arrivent. Et moi, je suis très heureux pour eux. Eux-mêmes sont heureux d'être ici. Voilà, il y a un bonheur comme ça qui nous dépasse complètement. Et devant lequel, je crois, il faut savoir dire merci. Et puis, assurer cette communion entre tous. Parce que c'est pas un qui fait mieux que l'autre. C'est ensemble, nous cherchons à être au service d'une population locale. Voilà. Merci Père Michel Fernandez, Monsieur le maire, sous cette halle médiévale qui est très belle, simple et belle, voilà, avec de beaux piliers, une belle architecture, une belle charpente. Eh bien, vous avez mis des panneaux, ce qui est très intéressant, où on a une vue d'ensemble de l'abbaye quand elle était au sommet de sa gloire. C'est ça, c'était une abbaye très importante. C'est les chanoines réguliers de Saint-Augustin. Et après, c'est devenu, l'ordre a été repris par les Génophévins, l'ordre de Sainte-Geneviève. Mais cette abbaye donc, a tenu jusqu'à la Révolution, mais il ne restait plus que 3 moines, hein, après un certain nombre de difficultés. Et vous avez eu, il y a quelques années, un petit groupe les Frères de la Résurrection, je crois, qui étaient des hommes mariés, veufs, et qui avaient fait communauté, qui sont partis maintenant dans un autre endroit, mais qui sont restés là quelque temps. Oui, pendant une dizaine d'années, nous avons eu les Frères de la Résurrection, et ensuite, pendant 10 ans, les Sœurs du Bon Pasteur. D'accord. Alors, bon, maintenant, on va quitter cette halle et la place centrale du village. J'aperçois l'épicerie en face de moi, l'église, évidemment, au milieu, et puis le petit parking arboré où il fait bon se garer l'été quand il fait chaud. Où est-ce que vous nous emmenez maintenant ? Dans les jardins. Alors, on passe une petite porte, et il y a de beaux iris qui nous accueillent. Oui, alors, allons-y pour la porte. La porte est symbolique, parce que c'est la porte Elle a été reprise sur la porte d'un ancien monastère. Donc, ici, tout va être symbolique. C'est-à-dire qu'ici, on est un peu dans l'ombre, on est dans le monde profane. On ouvre la porte et on va... Aujourd'hui, il n'y a pas de soleil, mais théoriquement, on trouve la lumière et l'eau, ce qu'on cherche. Donc l'eau par la fontaine et toutes les proportions qui ont été dessinées par l'architecte paysagiste M. Burin, diplômé des Jardins de Versailles. Tout a été calculé selon des normes, des chiffres, et toute une symbolique derrière, que l'on ne perçoit pas forcément tout de suite. Alors, on parlait tout à l'heure de l'abbaye et de l'éclairage qui s'y passait pour certaines fêtes, notamment Saint-Pierre, et puis au mois de juin. Et la symbolique se transporte ici, dans ce jardin, aujourd'hui. Voilà, donc en plus, tout ce jardin, la nuit, est éclairé, mais vous pouvez chercher, vous ne voyez aucune trace d'éclairage. C'est-à-dire que nous avons souhaité, que M. Villatte, l'architecte des bâtiments de France, que ce soit un éclairage médiéval, c'est-à-dire qu'il soit extrêmement discret.
Alors on voit qu'il y a des petits plots lumineux sur l'assise des bancs en pierre. Et puis là, je ne résiste pas puisqu'on donne des images sonores de vous faire entendre le bruit de la fontaine. On se croirait presque en Provence. Il y a un pilier carré au milieu avec des becs qui en ressortent, 4 becs de chaque côté sur une pierre peut-être octogonale, je crois. Hein, Oui. Alors la pierre octogonale, le 8, les fonds baptismaux sont sur ce chiffre-là. Hein. 8, c'est aussi l'infini, mais c'est le signe de l'infini et de la survie. Résurrection. Voilà. Oui. Et vous avez au centre donc une boule qui est le cercle, comme la terrestre, mais après sur un socle carré. Donc on passe du carré donc à la sphère, c'est-à-dire du monde terrestre au monde symbolisé par... Au divin, céleste. au céleste. Très bien. Et c'est vrai que moi j'avais vu, c'était en construction ce jardin, et il y a des buis, tout est bien arrangé, voilà. Et on fait une petite photo avec nos amis de la Charente Libre, et on va continuer, monsieur le maire, où maintenant? Alors nous allons nous diriger vers la partie Jardin des Justes, où il y a la stèle qui a été inaugurée il y a 2 ans maintenant par l'ambassadrice de France, d'Israël en France, pardon. Et Monseigneur l'évêque était là, de nombreuses personnalités. Voilà. Et donc cette stèle marque qui sauve une vie, sauve l'humanité entière. Bon, ça vient d'Isaïe, c'est prélevé dans la Bible d'Isaïe. Et la sœur Saint-Cybard, qui était Marie-Élisabeth Lacalle, avait recueilli Josie Lévy et caché pendant la guerre cette petite juive qui vit actuellement à Santa Barbara. Et vous avez sur la stèle 2 mains qui signifie que quand on accueille, on donne, mais on reçoit aussi. Et un groupe de 12 enfants qui se tiennent par la main, ça peut être les 12 tribus d'Israël ou les 12 apôtres. Les 12 apôtres, ouais, voilà, le symbole du 12, voilà. Les 12 mois de l'année, etc. Voilà. etc. Et en bas, vous avez le logo de Yad Vashem. C'est pas une menorah, il y a 6 branches. Et chaque année, près de Jérusalem, où nous avons été invités d'ailleurs, on allume une des vasques qui représente, c'est-à-dire il y a eu 6 millions de morts de la Shoah. C'est le symbole donc de Yad Vashem. Écoutez, vous êtes en Charente, il y a eu beaucoup de gens cachés et du coup il y a cette année aussi beaucoup de cérémonies autour des justes et c'est intéressant. Alors on entend le bruit de travaux d'ailleurs. Alors là, on a un très beau bâtiment qui est à côté de l'église du XVIIIe siècle, 17e, 18e. On va passer devant, on est un peu pressé par le temps, donc si on veut aller à l'église et passer devant l'épicerie, qu'est-ce qu'on peut dire ici en se baladant? Bon, ici, vous avez... en face des jardins, ce bâtiment de la fin du XVIIe siècle qui a été la reconstruction de l'ancienne abbaye. Donc, et qui actuellement héberge la mairie, les services municipaux, et puis on a toute une partie qui est louée pour des occasions, fêtes, mariages, voilà. Et où nous avons accueilli une famille d'Ukrainiens pendant 1 mois suite aux événements que vous connaissez. Oui, alors donc ils sont arrivés là et ils sont partis où aujourd'hui, ces Ukrainiens? Alors actuellement, là, ils sont repartis à Stuttgart pour être plus près de chez eux au cas où la situation s'améliore. Très bien, donc là aussi, toujours cette tradition d'accueil, on le parlait avec le père Fernandez et puis les différentes personnes autour de la table tout à l'heure, il y a beaucoup de nationalités, européennes certes, mais plus, qui sont ici. Ça, je tenais à le souligner parce qu'on ne le voit pas de prime abord. Et là, vous me parliez que vous étiez encore en chantier, et là, on est dessus. Voilà. On est sur le chantier. Qu'est-ce qui va se passer sur le devant de la mairie, finalement, à côté de ce jardin? Alors, le devant de la mairie, on veut redonner sa dimension à tous ces bâtiments conventuels qui étaient maintenant une partie donc est municipale, l'autre ce sont des privés qui ont racheté. Et il y aura à la fois donc un jardin, une route d'accès à la mairie et 2 parkings, pour la mairie, pour les habitants. Mais nous avons voulu que cette partie soit extrêmement végétalisée, arborée. Et nous avons aussi reconstitué les 2 piles qui étaient à gauche ici, qui symbolisaient l'entrée de l'abbaye.
D'accord. Donc on rentrait à l'abbaye par cette porte d'entrée entre ces deux piliers. Voilà, ça donnait sur des jardins. C'est pas l'entrée principale, mais c'était une des entrées. Et nous avions encore des piles ici, mais qui étaient en mauvais état. Et nous les avons restaurées. Alors on voit aussi que le pavement est assez joli avec un petit crépi, comment dire, beige. Enfin, c'est dans des tons ocre très chauds. Oui, parce qu'au granit, nous avons aussi donc pris le parti, enfin avec l'architecte et puis l'architecte des bâtiments de France, de garder ce qui était, qu'on voit encore sur certains murs, ce chaulage un petit peu ocre et qui garde quand même le caractère de l'Occitanie, où on est encore, même si on est à la limite, mais on fait partie de l'Occitanie. Complètement. On va peut-être aller à l'église et passer dans une petite ruelle. Elles sont très belles d'ailleurs, ces petites ruelles avec des maisons, on va pas dire biscornues, mais qui sont pas avec des murs droits. Et puis les gens ont planté des fleurs. Et bon, même si là c'est pas encore l'été ou quoi, mais c'est très fleuri, c'est très agréable. Il y a des couleurs aussi de peinture rouge ou bordeaux. On va passer à côté du musée. On peut peut-être en dire deux mots avant de rejoindre l'église. Oui, alors cette maison du patrimoine a été créée il y a une vingtaine d'années. Donc il y a tous les ans des expositions. Nous l'ouvrons tout l'été. Elle est tenue par des jeunes qu'on embauche et également les week-ends par des bénévoles. Alors là, on est sur une rue pavée, on a des maisons, alors là, voilà la maison du patrimoine, donc une maison du Moyen-Âge en fait, hein, oui, avec les poutres qui la tiennent, c'est vraiment superbe. Voilà, c'est une maison du XIIIe au XIVe siècle qu'on a restaurée et qui permet de découvrir l'histoire de l'Éther, mais en même temps, nous offrons tous les ans des expositions. Nous aurons cette année une exposition sur notamment pendant un mois les justes parmi les nations en Charente. Très bien. Et donc, je lis sur le panneau que vous êtes ville d'art et d'histoire. Oui, nous sommes dans le pays d'art et d'histoire et nous travaillons avec la communauté de communes de Confolens à ce sujet. Il faudra qu'on refasse une émission chez vous parce que là, on vient de rentrer dans ce musée et j'ai monsieur qui est en train de remonter une horloge dont le mécanique, c'est un peu comme les vieilles mécaniques dont il parlait tout à l'heure, le monsieur, mais là, c'est une horloge. C'est magnifique, voilà. Et vous la faites sonner. Alors, dites-nous, elle est de quelle époque ? Alors, c'était l'horloge qui était en haut du clocher avant que la nouvelle soit électrifiée. Donc des bénévoles ont démonté l'horloge pièce par pièce parce qu'elle ne passait pas par les escaliers et l'ont remontée et mise fonctionnelle dans la maison pour que tous les gens puissent voir comment est fait une horloge de clocher. Alors en fin de compte, le mécanisme est facile à voir. C'est ce qu'on a dans une montre mécanique, sauf qu'ici, c'est beaucoup plus gros les pièces. C'est ça. Et alors, c'est un exercice qui plaît beaucoup aux enfants et aux plus grands parce qu'on leur fait remonter l'horloge avec la manivelle et on la met à l'heure. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, quand elle était en haut du clocher, toutes les semaines, il y avait un monteur d'horloge payé par la commune qui montait les 98 marches du clocher en haut, qui remontait l'horloge et qui recommençait le dimanche d'après. Bien, alors vous nous recevez aussi dans cet endroit où on a une magnifique maquette de l'abbaye à l'heure actuelle et également tout le village en maquette sur un grand plan. Alors, la maison est sur 3 niveaux, donc en bas, c'est l'histoire de l'Éther et de son abbaye avec une maquette du bourg, une maquette de l'église avant que la partie arrière ne s'effondre. Au premier étage, c'est des expositions d'art, de peinture, de photos, de sculptures. Et au deuxième étage, que l'on va peut-être voir, il y a un musée des automates, et là aussi, qui est quelque chose qui est très impressionnant pour les enfants et pour les plus grands, où on a le forgeron, où on a le scieur, où on a la charcutière, enfin, et des automates fonctionnels. On a très envie, en tout cas, de venir ici, et il y a des choses à faire quand on vient à l'Éther. Merci de votre accueil. Le temps nous presse un peu, mais donc on passe à l'église, puisqu'il est déjà... On a presque fini l'émission. Donc, ce clocher, qu'est-ce que vous pourriez nous en dire, monsieur le maire ? Disons que c'est la partie très caractéristique de l'Éther. C'est un clocher qui fait 43 mètres de haut, ce qui est quand même assez magistral pour un clocher roman.
avec une base qui est de la fin du Xe siècle, donc extrêmement ancienne. Donc, en face de nous, il y a 1000 ans qui nous contemplent. Hein. C'est beau ce que vous dites. Et quand on prend dans la rue ce que je fais quand je viens ici à l'Éther, je me recule dans la rue d'en face du clocher pour avoir une vision beaucoup plus globale. Il est majestueux. Et quand on se met juste sous le clocher, on sent le poids de l'histoire. Oui, on sent le poids de l'histoire, surtout la base qui est extrêmement travaillée. C'est un clocher-porche. Donc, qui est devant l'accès de ce qui est assez... Il en existe quelques-uns, mais c'est très rare. Et son aspect monumental impose. Il est impressionnant. Impressionnant, oui. Est-ce que vous aviez dit à l'épicerie que nous passerions? Oui. Alors on va rallonger un tout petit peu l'émission de 5 minutes pour aller jusqu'à l'épicerie et puis on terminera sous le clocher avec le père Fernandez pour le mot de la fin. Donc on va aller saluer l'épicière. Alors ça c'est un pôle important du village, c'est un multiple rural. Oui, en quelque sorte. Il y a tous les services, vous verrez. Je vous laisse nous les présenter. Je vous laisse rentrer d'abord et comme ça, vous allez nous présenter les autres. Nous, on vient pas acheter, on vient vous voir. Oui. Et puis, bonjour. Alors, on a de la presse sur ma gauche. On a les jeux du loto et autres. On a les bonbons. On a les œufs. On a le pain. On a tout dans cet endroit. Alors, qui est-ce qui va nous parler Peut-être Isabelle. Brigitte est au téléphone. Qui est là alors de la maison, mais elle va arriver. Donc ici, ce multiple permet non seulement de ravitailler, d'avoir les journaux chaque jour, les jeux, des livres aussi, des livres écrits par des locaux, mais de nombreuses choses, et puis de nombreux services parce qu'elle renseigne les gens sur... également aussi les maisons qui sont libres, sur les services qu'on peut avoir dans le secteur, voilà. Bien, alors, moi, je vais vous demander, quand on se lance dans une aventure comme ça, est-ce qu'on est heureux de faire ce métier? Est-ce qu'on peut en vivre? Bien sûr, on est heureux de faire... Parlez-moi près du micro parce que c'est de la radio. Hein. Bien sûr, on est heureux de faire ce métier. On voit beaucoup de gens agréables, visiter l'église, et oui, c'est agréable. Donc vous ne regrettez pas de travailler là au cœur de ce petit village et vous sentez combien vous êtes essentiel parce que sans vous, plus de produits de bouche, plus de cigarettes, plus de journaux. Tout à fait, oui, ça fait 32 ans que je travaille ici et toujours avec un bon plaisir de le faire, oui. C'est agréable. Alors écoutez, non seulement ça, mais alors je vois que le temps n'a pas prise sur vous. Alors je vous souhaite encore de longues années ici, au cœur de l'Éther, en face de l'église. On ne peut pas vous rater. Voilà. Merci de votre accueil. Merci. Voilà. Bon, et maintenant, donc comme je le disais, nous allons aller jusque sous le clocher. Et pour faire la conclusion avec le père Michel Fernandez et avec vous, monsieur le maire, franchement, si vous venez à l'Éther, c'est incontournable de s'arrêter, alors visiter l'église peut-être, prier si vous voulez, mais arrêtez-vous un instant sous le clocher. Là, nous sommes en train de 1000 ans d'histoire, vous disiez, voilà, ça résonne. Et on aperçoit bien sûr l'église qui est sur ma droite, qui est tronquée, puisqu'elle était beaucoup plus immense, mais qui a encore beaucoup de majesté, père Fernandez. Question de majesté, certes. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire en termes de conclusion, vous et monsieur le maire, de cette émission à l'Éther? Il faudra qu'on revienne. Mais si tu veux, dans le fond, ce clocher, il représente peut-être... bien plus que ce que nous pouvons en dire aujourd'hui, à savoir que cette trilogie d'ouverture en base de clocher est intéressant pour dire qu'il y a une richesse sur ce territoire, dans l'histoire, une richesse qui nous précède, une richesse où nous avons toute notre place. Ça prépare aussi l'avenir, parce que ces baies qui sont ouvertes laissent passer justement, et comme nous sommes de passage, ça tombe bien. À la fois, on peut simplement rester sous le clocher et être au loin du cœur de l'abbatiale où on célèbre le mystère de la vie, dans l'Eucharistie en particulier.
et en même temps où chacun est accueilli. Et la fonction peut-être suprême de tout cela, de toute cette vie, de ceux qui nous ont passés, c'est de célébrer le mystère de cet amour et de l'élever au moins aussi haut qu'est ce clocher de l'Éther, avec ces colonnes en haut qui sont torses et qui tournent une dans un sens et l'autre dans l'autre, pour dire un peu cette pluralité et en même temps cette élévation à laquelle chacun est appelé. Merci beaucoup, Père Fernandez. Monsieur le maire, le mot de la fin. Écoutez, le mot de la fin, c'est qu'on a beaucoup parlé du passé, mais nous sommes aussi complètement investis et présents au monde actuel, essayant à notre modeste mesure de préparer aussi l'avenir. Alors je terminerai par cette phrase qui est un peu celle de notre devise, c'est que je ne me retourne pas vers le passé, mais je monte vers ce qui demeure. Magnifique, merci beaucoup. Père Fernandez, vous vouliez rajouter un mot? Alors c'est vraiment le mot de la fin. Merci à Daniel qui est maire de la commune et peut-être au-delà d'être maire, qui est aussi un poète. Il a écrit un certain nombre de choses qui sont fort intéressantes, avec son regard à la fois les pieds sur terre, mais en même temps quelque chose qui dit quelque chose de l'ordre de la légèreté, de la beauté. Et ça se ressent. Merci à vous, monsieur le maire Daniel Soupizet. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission d'En Direct de chez vous.